C'est la première préoccupation des Français, se loger. Aujourd'hui, il faudrait construire entre 300 et 500 000 logements chaque année pour répondre à la demande. À Grenoble, au pied des Alpes, entre écoquartiers et construction à plusieurs, on s'adapte et on innove. Et vous allez le voir aujourd'hui, vivre ensemble ne rime plus simplement avec barre de béton, mais plutôt avec habitat vert. Je vous emmène. Au sommaire de ce numéro d'Itinéraire bis, découverte du premier écoquartier de France au cœur de la ville de Grenoble. Rencontre ensuite avec ces familles associées pour construire leur logement. Et enfin, découvrez avec nous cette maison bijou de technologie et d'écologie. Vivre ensemble, circulation piétonne, grands espaces verts. En 1972, chacun rêvait de vivre ici, dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble. 40 ans plus tard, ce laboratoire social et architectural est devenu symbole de délinquance aux grandes dames de ses habitants. 13 000 personnes qui tentent de maintenir à flot un quartier devenu récemment zone de sécurité prioritaire. Voilà 40 ans qu'elle habite ici au milieu des tours et face au parc de la Villeneuve. Marie-France Chamec est présidente de la Régie de quartier, une véritable mémoire de ce quartier né d'une utopie. Marie-France, bonjour. Bonjour Julie. Nous voici dans ce fameux quartier de la Villeneuve. Vous y vivez depuis ses débuts. Oui. Alors, quand il a été inauguré en 1972 par le maire socialiste de l'époque, Hubert Dubedou, c'était un peu la vitrine de Grenoble avec un slogan, réinventer la vie, rien de moins. Lorsque en 72, cette idée, et en amont bien sûr, le projet était bien en amont, ce quartier a poussé, c'était d'une part pour répondre quand même aux problèmes de logement, mais aussi pour créer et mettre en place des choses qui permettent aux gens de mieux vivre ensemble. Dans certaines montées, vous avez une coursive de logements sociaux, une coursive de copropriétaires. Les portes dans les coursives, les portes des appartements étaient ouvertes. Il y avait des choses, des repas ensemble, c'était convivial, c'était innovant, un peu pionnier effectivement. Architecturalement, c'était différent aussi. On souhaitait faire autre chose que les bars des années 70, des cités. Absolument, vous voyez un petit peu le style. Alors maintenant, on a beaucoup à redire sur cela, mais les appartements sont de très grande qualité. Ça a bien vieilli tout ça? Ça a relativement bien vieilli, même si le béton travaille maintenant 40 ans, c'est vrai, ça commence à faire, mais quand même. La conception était très originale et ça donnait envie aux gens d'aller faire un essai là. 40 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé ici et dans la vie, mais aussi dans l'architecture? Ce qui a changé dans la vie associative n'a pas changé. Il y a toujours autant d'associations sur le quartier. Ce qui a changé, c'est sans doute la manière dont les logements ont été attribués à un moment donné. Et l'on retrouve certaines montées qui sont quand même où la mixité sociale existe difficilement. Le mélange se fait sans doute moins bien parce que les gens ont tendance du coup à un repli sur eux-mêmes. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes triste? Vous êtes en colère que le quartier soit devenu ce qu'il est? Triste, sans doute. C'était utopique aussi. Donc l'utopie, c'est comme le rêve, c'est pareil, ça peut durer, comme ça peut aussi capoter, je vais dire, pas pouvoir, ça disparaît qu'au bout d'un moment. Marie-France, à quelques kilomètres d'ici, en plein centre-ville de Grenoble, il y a le premier éco-quartier de France, le quartier de la caserne de Beaune. Les premiers habitants s'y sont installés il y a à peu près 4 ans. Je vous propose qu'on le découvre ensemble. D'accord. On y va en tram? En tram, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ce quartier, on
en a beaucoup parlé ces dernières années parce qu'il y a eu beaucoup de faits divers, les politiques sont venus. Comment vous l'avez vécu ça? Vous avez eu envie de prendre sa défense? Vous êtes senti stigmatisé ou... Oui, j'ai eu envie de défendre le quartier parce que comme il est malmené à chaque fois et que l'on monte, on monte en épingle des événements qui ne font pas la vie de tous les jours, du coup ça nous met à mal, quoi. On est mal perçu, le quartier est mal ressenti, les gens ne veulent pas y venir. Je trouve que c'est vraiment dommage. Bon, je crois qu'on va pas tarder à arriver. On va aller découvrir ce centre-ville et ce nouveau quartier. D'accord. Il y a 10 ans à peine, c'était une caserne désaffectée en plein centre-ville de Grenoble. Depuis, un écoquartier est sorti de terre entre mixité sociale et écologie. Nous y voici, Marie-France. Loïsos, bonjour. Bonjour. Marie-France, on est venu avec elle, c'est une habitante du quartier de la Villeneuve, juste à côté. Vous connaissez ce quartier, Oui. j'imagine, à Grenoble. Alors nous y voici, le quartier de la caserne de Beaune, premier éco-quartier français. C'est quoi la différence avec un quartier classique? Tout d'abord, de Beaune, c'est un quartier de centre-ville. Donc c'est un quartier dans lequel nous trouvons toutes les fonctions d'une ville. Et la mixité des fonctions, c'est une caractéristique principale de tous les écoquartiers. C'est un quartier qui est extrêmement économe en énergie puisque l'objectif qui nous a été fixé par la municipalité en 2004 était de diminuer de moitié les normes qui étaient applicables à l'époque. Justement, Loïsos, quand on vous confie ce défi en 2004 de diminuer la consommation énergétique des bâtiments par 2, on ne parle pas du tout d'éco-quartier à l'époque, d'écologie dans les bâtiments. Ça vous semble un défi immense? Oui, c'était un défi qui était perçu comme quelque chose de difficilement atteignable. On était en quelque sorte les pionniers de ce domaine. On ne savait pas exactement quels moyens on devait appliquer pour y arriver. Loïsos, on visite un peu le quartier, vous nous faites découvrir quelques bâtiments, on y va? Nous avons de l'accession sociale, nous avons des résidences pour étudiants, des résidences personnes âgées dépendantes, une résidence senior qui est ici. Loïsos, nous y sommes sur le toit et c'est là qu'on découvre concrètement le côté écologique des constructions. Voilà. Donc nous sommes sur les toits d'un immeuble de logements sociaux. Donc cet immeuble, comme tous les immeubles du quartier de Beaune, comporte un certain nombre d'équipements techniques. Donc vous avez d'une part les capteurs solaires pour la production d'eau chaude. Sur chaque immeuble. Donc chaque immeuble, chaque opération devait produire la moitié des consommations en eau chaude annuellement avec un système solaire. Vous avez aussi les terrasses qui sont végétalisées. Donc là, on a les panneaux solaires, le système de ventilation double flux, les jardins. Et puis, ce qui caractérise aussi ces immeubles, leur côté écologique, c'est leur isolation. Ici, il est recouvert avec un système de membrane plastique. Ah oui, je croyais que c'était du métal en fait. Non, c'est une membrane plastique qui est soudée et qui crée une continuité parfaite entre les fenêtres et la façade de manière à ce qu'on soit le mieux isolé possible. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que tout ça, ça coûte beaucoup plus cher que la construction d'un quartier classique? À la construction, nous avons estimé à 100 à 120 euros le surinvestissement pour tout ce qu'on a mis en place pour consommer 2 fois moins d'énergie qu'un immeuble lambda à la même époque. Ouais. 120 euros de plus au mètre carré, c'est ça? Au mètre carré habitable. Au mètre carré habitable, ouais. On reviendra voir peut-être dans 10 ou 20 ans pour voir comment ça a vieilli. Et en attendant, pour savoir comment les habitants se l'approprient, on va aller avec Marie-France à la rencontre d'une habitante. On vous remercie, Loïsos, de nous avoir accordé du temps pour cette visite. À bientôt. À très bientôt. Dans 10 ans, voilà. À très bientôt. Merci. Bonjour Rachel. Bonjour. Je suis avec Marie-France, une habitante du quartier de la Villeneuve. Vous connaissez un peu le quartier de la Villeneuve? Oui. Alors vous êtes depuis 2009 avec vos 2 fils dans ce quartier ici de la caserne de Beaune, dans le parc social. Oui. Alors
un très beau quartier, on l'a découvert là avec l'architecte. Oui. Une école, un jardin, c'est un lieu de vie que vous trouvez comment? Il y a beaucoup de verdure, on est proche du centre-ville, l'école est à 2 pas, bon ça c'est peut-être pas particulier au quartier mais enfin c'est très agréable. Si on vous avait proposé un logement social à la Villeneuve, parce qu'il y en a beaucoup de disponibles, on en parlait. C'est le mot. Bizarrement ça m'aurait un peu moins tenté, oui. Non c'est vrai que la Villeneuve malheureusement a une très mauvaise presse et du coup voilà, moi j'avais envie vraiment de rester sur Grenoble. Quand je l'entends dire, ça veut dire que la Villeneuve n'est pas dans Grenoble presque. Ah, on pourrait, c'est vrai. pourrait Hein. C'est vrai que c'est à la l'imaginer. limite entre Eh bien, Grenoble nous et sommes Chironne. de parfaits grenoblois et c'est parce que vous ne connaissez pas assez de gens à l'intérieur du quartier. Vous auriez Exactement. autrement, avec plaisir, dit oui. C'est pour ça. Alors c'est l'heure de la sortie de l'école, on va récupérer votre fils, Oui. c'est ça, et puis après on ira faire un tour dans votre appartement. D'accord. Allez, c'est parti. Ça va? T'acceptes qu'on aille faire un tour chez toi, voir ton appartement avec ta maman? Marie-France, je crois que c'est vous, ça, le lancer de ballon. Voilà, ça c'est fait. On vous suit. Ça, ici, ça s'ouvre tout seul. C'est ici. Voilà, c'est ici. Il y a combien de mètres carrés? 80 mètres carrés. 80, d'accord. Moi, une question, est-ce qu'il y a des particularités liées au fait que vous soyez dans un écoquartier? Oui, il y a une ventilation double flux en fait. Ça passe par là en fait. Donc l'air est recyclé automatiquement en fait. Donc on n'a pas besoin normalement, on n'est pas censé ouvrir les fenêtres. Mais c'est vrai que dans notre culture, on a du mal à ne pas les ouvrir. La terrasse. Voilà. Le petit plus, avant vous aviez une terrasse comme celle-là? Non, on avait uniquement un balcon qui était sympathique quand même. En ville, c'est toujours sympa d'avoir un balcon. Mais là, on peut manger, en profiter. On s'est fait un petit coin détente. Avec des trous au plafond. Oui, ça c'est l'effet terrasse. Donc, comme ça, le jour passe, ce qui est D'accord. très agréable. Mais la pluie également, donc bon, ça, un petit peu moins. C'est parti. Vous qui avez passé 40 ans à la Villeneuve, qui avez vu le quartier vieillir, vous pensez que celui-ci qui est tout jeune, comment il va vieillir? Ben, j'espère en tout cas qu'il va bien vieillir. Je pense que le contexte n'est pas le même pour ce quartier par rapport à celui de la Villeneuve. Que de toute façon, la manière dont les quartiers vivent au centre-ville n'est pas du tout de la même manière que des quartiers comme la Villeneuve qui se trouvent excentrés du centre-ville. Parce que je crois qu'au centre-ville, il y a les populations locales qui résident et puis il y a les populations qui viennent de l'extérieur et qui font vivre aussi tous ces quartiers. Oui, je pense justement que ça va vous plaire. On prend la voiture, on sort de Grenoble et vous allez découvrir quelque chose, je pense, que vous allez aimer. On prend la direction de Chambéry, c'est ça? Voilà. Voilà, on va dans la vallée du Grésivaudan, comme ils disent ici. Direction Pontcharrat, à 40 petits kilomètres de Grenoble, où 8 familles ont fait le choix d'investir 100 000 € chacune et de se passer de promoteurs pour construire leur logement. On est sur un chantier où il n'y a pas de promoteur. Il y a 8 foyers, 8 personnes qui se sont unies pour construire leur maison. Très bien. Ça s'appelle l'habitat participatif. On va voir ce que ça donne. Tout à fait, ça m'intéresse. Bonjour. Bonjour, Julie, enchantée. Bonjour, Julie, enchantée. Bonjour. Bonjour Julie. Damien, c'est ça. Alors, on est venu avec Marie-France, qui est une habitante du quartier de la Villeneuve à Grenoble, Oui, c'est vrai, ouais. et qui vient découvrir votre projet. Voilà, ça m'intéresse de Ça voir un petit peu comment on peut faire un habitat partagé. Ouais, ça va vous changer un petit peu, je pense. On partage notre habitat tout le temps. Bien nous, sûr, mais bon. bien sûr. Pourquoi s'unir pour construire? Pour plein de raisons, pour la mutualisation des ressources, ce qui est valable pendant la construction comme après, quand on va habiter dedans. Pour la dimension sociale, parce qu'on a envie d'habiter ensemble, on a envie de choisir, entre guillemets, les gens avec qui on habite. Rien que la conduite de projet à plusieurs, c'est déjà une super aventure. Donc tout ça, c'est des valeurs humaines qui s'ajoutent. Et à la fin, on a un beau projet avec une belle qualité de vie. Il y a les valeurs humaines, il y a aussi le financier. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez pu accéder à la propriété s'il n'y avait pas eu ce projet en commun?
Pour le même budget, on se trouverait un appart ici à Pontcharrat aussi, qui aurait vraisemblablement 30 ans, 40 ans, dans une vieille bâtisse, qui aurait besoin de rénovation. Alors que là, on a une bâtisse bioclimatique qui est au top de l'isolation, de la noblesse des matériaux, on fait du solaire passif. C'est pas trop difficile de s'entendre quand on travaille comme ça sur un projet à 8 ? Dans l'absolu, j'imagine que c'est toujours difficile. Je parle de mon expérience personnelle. On a la chance d'avoir un groupe qui est certes super hétérogène, mais où tout le monde est animé par le vœu que ça marche. Donc jusque-là, on a toujours obtenu le consensus. Alors que vous vous connaissiez pas forcément avant ? Non, pas du tout. On jette un coup d'œil au chantier ? Allez-y. Déjà bien avancé. Alors Damien, au printemps prochain, vous habiterez ici, chacun dans votre appartement, mais également avec des espaces communs. Oui, bien sûr. C'est partie inhérente d'une démarche d'habitat groupé. Chaque appartement est indépendant, mais bien sûr, c'est la démarche de l'habitat groupé. On partage un maximum de ressources. Donc, dans la bâtisse principale, au milieu de laquelle on va avoir buanderie, laverie, cave en commun. Et puis dans les granges qui sont à l'entrée du terrain, qu'on va réhabiliter, on va s'installer, atelier de bricolage, garage, des rangements. Est-ce qu'on ne se demande pas comment ça va évoluer dans le temps tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens avec qui on n'aura plus envie de vivre dans 5 ans, 10 ans ? Si, bien sûr, on se pose ce genre de questions, mais c'est la vie. Si on s'arrête à ce genre de questions, on ne fait pas grand-chose, enfin je crois. Vous travaillez ensemble, vous êtes autopromoteur, il y a un architecte qui vous a aidé à concevoir les plans quand même, des artisans, et puis vous allez jusqu'au bout faire les finitions des appartements et des lieux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui ressemblerait pas un peu aux communautés Babacool des années 70 ? Si, dans les valeurs, ouais, de partage, de consensus, de vivre ensemble. Dans la pratique, je pense qu'on est peut-être plus réaliste et plus, on a peut-être plus les pieds sur terre. Ça vous fait rêver, Marie-France ? Oui, ça me plaît. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est des projets qui sont il y a encore des enthousiasmants. logements en location qui ne sont pas attribués dans notre habitat groupe. Ah bah voilà, on vous a trouvé un nouvel ça me dit appartement, rien. Marie-France. Je vous annonce que vous quittez la Villeneuve. un peu loin. Je suis pas sûre qu'elle soit prête à quitter le quartier de la Villeneuve. Vous êtes surprise, hein ? Marie-France, merci d'avoir fait un bout de chemin avec nous. On vous laisse poursuivre le vôtre maintenant et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On l'a vu dans la première partie de cette émission, pour Marie-France, Rachel, Damien, bien se loger est une question centrale. À Grenoble, les étudiants représentent 20% de la population et pour eux aussi, trouver un appartement relève parfois du parcours du combattant. Je vous propose maintenant de découvrir une colocation d'un nouveau genre. On les appelle des cavseurs, ils ont 20 ans à peine et vivent ensemble. Élise, Florian, Esther et Lisa sont hébergés dans une résidence à loyer modéré. En échange, ils ont décidé de s'investir dans un projet solidaire. Nous voici dans cette colocation étudiante d'un nouveau genre et on a rendez-vous avec Florian. S'il est là. Bonjour. Bonjour Florian, merci de nous accueillir. Alors on est chez vous, hein, un appartement que vous occupez depuis la rentrée, c'est ça? Voilà, dans notre colocation. Bonjour. Julie. Élise. Élise, enchantée. Esther. Elisa, bonjour. Un garçon avec que des filles? C'est ça. La 5e aussi, c'est une fille? Oui. Ben, ça va, c'est plutôt agréable ou pas? Il y a des avantages, des inconvénients. 100 mètres carrés en colocation, c'était inespéré pour vous tous? C'est particulièrement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'étudiants pour la grandeur de la ville. Et du coup, il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup d'offres. Et du coup, il faut vraiment tomber sur le bon plan. Souvent, c'est les colocations en fait, qui sont vraiment avantageuses. Après, on peut trouver des studios bien, mais il faut tout de suite avoir un budget assez conséquent, quoi. Justement, le loyer de cet appartement, c'est combien? Alors, c'est 330 € par mois, charge comprise avec Internet, le chauffage. Et aussi, on paye que 10 mois de loyer. Ça fait que l'été, juillet, août, on ne paye pas.
Vous vivez tous ensemble dans cet appartement. C'est une colocation étudiante, mais cette colocation, elle a une condition puisque vous devez tous les 5 vous engager sur un projet solidaire. Moi déjà, l'an dernier, je cherchais aussi à m'engager bénévolement pour faire de la solidarité. Et donc cette colocation, c'était le moyen de le faire parce que je crois un peu dans les valeurs de solidarité, d'aider l'autre. Je voulais être en colocation. Et puis il y avait le prix qui était intéressant, mais surtout le projet derrière, d'avoir quelque chose de solidaire, d'avoir vraiment une autre empreinte. Alors votre projet solidaire, à vous, il tourne autour de la culture et vous avez décidé de vous engager avec une structure qui est juste à côté, qui s'appelle Le Prunier Sauvage. Je vous propose qu'on aille les rencontrer. Allez. Direction la salle de concert du quartier, Le Prunier Sauvage, 200 places, 2 studios de répétition. C'est là que Florian et Élise ont décidé de monter leur projet avec Brahim Rajab, le directeur. Merci de nous accueillir. On aperçoit un des groupes qui est en train de répéter derrière. On le disait tout à l'heure, vous connaissez déjà Élise et Florian, vous les avez rencontrés. Brahim, vous envisagez quoi? Qu'est-ce qui va pouvoir se faire avec eux, avec leur dynamique et ce qu'ils vont apporter? Nous, ce qu'on a pu remarquer déjà, c'est que le public jeune du quartier n'accède a très peu accès aux pratiques artistiques aujourd'hui. Donc ce qu'on attend des capseurs, c'est que ils fassent ce lien avec les jeunes et avec le territoire. Ça peut être l'organisation de stages, de rencontres avec des artistes qu'on aura définis ensemble. En tout cas, j'espère pour vous que tout ça, ça va fonctionner et que ça va être enrichissant. En tout cas, ça a l'air bien parti pour. Moi, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à côté, profiter de la musique avant que ça s'arrête. Alors Élise, toi tu es étudiante en urbanisme, c'est ça? Pourquoi tu as choisi cette voie-là? C'est un peu tombé par hasard. Je voulais travailler dans le développement durable. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis arrivée dans l'urbanisme et dans la conception et la gestion de la ville. Bon, en tout cas, là, moi, je t'emmène près de Lyon. Je ne sais pas si ça va t'inspirer, peut-être que ça te donnera envie. On va découvrir une maison qui pourrait bien être, je pense, la maison de l'avenir. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été imaginée. Elle produit son électricité, filtre l'eau de pluie. À 2 pas de Lyon, un promoteur a développé une maison haute technologie, un prototype qui n'est pas encore en vente. Bonjour Hervé. Vous allez bien? Bien, alors on est avec Élise, une étudiante de Grenoble qui est venue découvrir le projet. C'est une bonne idée. Alors on rentre avec le doigt. Quand on la regarde, cette maison comme ça à première vue, hein, Élise, on dirait une maison classique. Hervé, on parle beaucoup aujourd'hui, on l'a vu, d'économiser de l'énergie dans les bâtiments. Vous, ici, vous êtes déjà dans l'avenir puisque cette maison, elle produit son énergie. Les maisons qui ont été, ou les logements qui ont été construits il y a 4-5 ans consommaient 150 kWh d'énergie par mètre carré par an. Les maisons qu'on va construire l'année prochaine, ou les logements, donc le BBC, ça consomme 50. Sur cette maison-là, en fait, on produit 150. La maison est bien orientée, la maison est très très bien isolée. On a utilisé des systèmes, éclairage, production d'eau chaude, électroménager, qui consomment peu d'énergie. Et ensuite, on a installé du photovoltaïque qui produit de l'énergie pour rendre la maison d'un niveau passif à un niveau positif. Là, à l'instant précis, on est en train de consommer dans la maison 1 kW, et en parallèle, avec le photovoltaïque, on produit 1,84. Alors, l'autre particularité de cette maison, c'est qu'elle récupère les eaux de pluie. Je crois que ça se passe dans le garage, pour bien comprendre. On va jeter un coup d'œil. On y va. Alors, au-dessus, on a un toit. L'eau passe dans les gouttières, va dans une cuve qui est sous nos pieds. D'accord. On a mis 6000 litres sous nos pieds. Donc ensuite, on a un système de pompe qui part filtration UV.
Il est réinjecté dans la maison pour le WC, machine à laver. La petite surprise dont on parlait, puisque c'est une voiture, mais pas que, puisqu'elle est totalement liée à cette maison, cette voiture. On a mis un peu plus de photovoltaïque pour recharger cette voiture. Donc en fait, c'est la maison qui recharge la voiture. On a un plein solaire gratuit et pour faire 60 km jour, sachant que l'autonomie de la voiture, c'est 160 km. Eh bien, Élise, je te propose qu'on aille faire un petit tour pour voir ce que ça donne, comme elle est chargée. Merci beaucoup. Merci Hervé de nous avoir fait visiter cette maison. On vous ramène la voiture, hein, ne vous inquiétez pas. C'est gentil. Peut-être. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Pour toi, ça serait ta maison de l'avenir ou tu l'imagines autrement, toi, ta maison de l'avenir? Moi, je l'imagine autrement. Je n'imagine pas la maison individuelle, en fait. J'imagine vivre en collectif plutôt, avec des gens autour de moi, plutôt qu'avoir son petit pavillon, même si c'est quelque chose qui est très légitime. Moi, personnellement, c'est pas trop ce qui me fait rêver. Allez, pour finir ce tour d'horizon des projets innovants en matière de logement, rencontre avec Charles Ambrosino, urbaniste et chercheur. Charles Ambrosino, merci de nous accueillir à l'Institut d'urbanisme de Grenoble. On a découvert en début d'émission le quartier de Villeneuve à Grenoble, une utopie des années 70 qui a presque tourné au cauchemar. Comment pensez-vous qu'on en est arrivé là? Bon, cauchemar, c'est peut-être un peu fort. C'est vrai que l'image médiatique de la Villeneuve n'est pas toujours positive. L'évolution est assez proche de celle des grands ensembles, sauf que les déceptions ont été plus grandes, puisqu'à l'origine, le projet, c'est vraiment la mixité, c'est l'autogestion, c'est la possibilité pour tous de s'y retrouver, c'est la solidarité entre les habitants, qui ne sont pas simplement des gens qui logent, ou des propriétaires, c'est des gens qui ont un espace social. Ça, c'est le début. Et puis, les municipalités changent, les temps changent, les logiques de peuplement des bailleurs vont plutôt vers une accumulation dans la Villeneuve de toute une série de profils plus ou moins difficiles. Et c'est là qu'on rentre dans une espèce de mécanique, une spirale qui est un petit peu infernale. La caserne de Beaune à Grenoble a été le premier écoquartier français. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un modèle duplicable partout ? C'est un quartier qui présente des espaces publics de qualité, qui vise une certaine mixité sociale et générationnelle. Il y aurait eu deux défauts, si vous voulez. Un premier défaut qui serait lié à la réalisation, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les entreprises qui doivent produire ces bâtiments à haute efficacité énergétique ne sont pas toujours à la page. Et puis d'un deuxième point de vue, c'est là que c'est plus intéressant, les habitants ne semblent pas toujours utiliser les bâtiments à bon escient. Et encore une fois, le parallèle avec les grands ensembles des années 50-60 est intéressant parce que on se demande dans le fond c'est quoi? Qu'est-ce qui prime? C'est l'innovation technologique qui vise à garantir une efficacité énergétique où l'habitant devrait se plier à l'innovation, ou bien, et c'est là que la question de la durabilité pourrait nous apprendre certaines choses, peut-être faudrait-il se poser la question d'abord de l'usage et ne pas en vouloir à l'habitant qui n'est pas capable de bien comprendre qu'il faut changer tous les 15 jours son filtre, ou qu'il faut ne pas ouvrir une fenêtre parce que pour maintenir le bilan calorifique de la pièce. On a également découvert dans cette émission le concept d'habitat participatif. Est-ce que dans ce temps de crise, c'est une voie à explorer, ce concept d'habitat participatif ? Alors, est-ce que c'est pérenne? Notre question qui se pose, c'est dans le fond, dès lors que vous avez c'est un phénomène générationnel, c'est un groupe d'individus qui à un moment T, si vous voulez, porte un projet solidaire entre un groupe d'individus, mais dans le temps, est-ce que les choses peuvent se transmettre? Elles se transmettent contractuellement, elles se transmettent de manière tacite. Comment organiser la transmission entre les générations de quelque chose qui est porté par un groupe d'individus dans une société qui évolue? C'est une vraie question. C'est vrai que la différence avec la Villeneuve, c'est l'échelle. C'est-à-dire que l'échelle de l'autopromotion, c'est bien souvent un bâtiment. L'échelle de la Villeneuve était celle d'une petite ville. Charles Ambrosino, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était avec plaisir. Psychedelic Sally, with your painted face. Psychedelic Sally, you're my saving grace. Psychedelic Sally, give your soul some time. Voilà, notre balade en Isère s'achève. De l'utopie manquée du quartier de la Villeneuve à l'habitat participatif en passant par l'écoquartier de la caserne de Beaune. Ici, habitants et pouvoirs publics inventent l'habitat de demain en espérant que ces projets résistent au temps. En attendant la prochaine émission, on reste en contact sur notre compte Twitter. À très bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue. Living life from hand to hand.
passing round from man to man, for you know your feelings will be numb. Psychedelic Sally.